Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce 1er mai dans cette édition de Dev Café, l'émission qui vous révèle tout ce que vous devez retenir autour de l'actualité du développement. Mais bon, dans la mesure où c'est un tout petit peu la fête du travail aujourd'hui, je vais quand même essayer de pas trop vous assommer avec du code. C'est pour ça qu'on verra notamment que Google fait encore des économies de bout de chandelle ou encore aussi que des notifications vont devenir de véritables usines à pub. Et puis on terminera par plusieurs actus autour de l'IA. Allez, je vous en dis pas plus, asseyez-vous bien confortablement, voici votre Dev Café du jour. On commence par mon sujet favori du moment, à savoir les économies que Google fait et dont les gains financiers sont quand même plus que discutables. Mais rapidement, pour vous refaire un tout petit peu le point sur la situation, Google a viré 12 000 employés, et pour essayer d'économiser de l'argent, seuls les ingénieurs ils peuvent maintenant demander des MacBooks, sinon c'est Chromebook pour tout le monde. Et la société qui était connue pour offrir plein de services comme des massages ou des classes de fitness, soit les programmes ils ont été complètement arrêtés, soit très largement réduits. Et la petite pépite sur le gâteau, c'était quand même que des fournitures de bureaux comme les agrafeuses, elles ne sont plus disponibles dans les bureaux, et par exemple à San Francisco, il faut carrément désormais les demander à l'accueil et les redonner aussi vite. Et l'histoire continue aujourd'hui en s'en prenant aux estomacs des Googlers, car les bureaux sont connus pour avoir plein de friandises disponibles à n'importe quel moment de la journée, et selon un article de The Atlantic, c'est le grand ménage qui est à l'ordre du jour, car au fameux bureau de San Francisco, les fruits secs, les chips aux oignons ou encore les sachets de M&M's ont disparu. Voilà, c'était la grosse news que des journalistes ont sortie, et d'ailleurs elle a été beaucoup reprise en plus. Bon, je critique, mais bon, je fais quand même pas mieux en reprenant l'info, et bon, disons que moi c'est plutôt pour me barrer de la situation. Allez, je continue, et forcément il n'y a pas de transition possible, et vous savez qu'Apple a rencontré un très beau succès avec ses trackers AirTags, et il se murmure depuis très longtemps que Google en sortira bientôt sous sa marque Nest. Alors comme vous le savez, j'évite autant que possible de vous sortir des ragots, mais pour une fois, ça a un rapport avec le développement. Et en effet, vous savez que dans Material, Google propose tout un set d'icônes, et une a fait dernièrement son apparition, à savoir une icône appelée Nest Locator Tag. Alors autant vous dire que le nom il est plus que révélateur. Alors est-ce que c'est une erreur ou alors bien une fuite organisée? Moi j'aurais quand même tendance à penser que c'est plutôt la seconde option, car les icônes matérielles, elles n'ont jamais de nom de marque ou de produit. Bon voilà, on se sert peut-être maintenant de nous pour cacher des annonces produits, et comme le dirait l'expression, où va le monde? Et être dans les news matérielles, une vidéo a récemment fait son apparition pour mettre en avant une nouvelle palette de couleurs appelée Fidelity. Alors pour le moment, rien n'est disponible pour nous, mais notre très cher ami Dylan a continué son super boulot de recherche, et il a trouvé des références dans la partie open source. Il a ainsi pu créer l'application que vous voyez juste ici, et dans les captures, on peut voir qu'on peut choisir une couleur, et on a alors la palette qui lui correspond. A priori, ça fera partie des annonces de la partie What's New de la Google I.O. le 10 mai, bon voilà, d'une certaine manière, c'est un petit teasing avant l'heure. Ensuite, on passe à une petite info que j'ai trouvée dans le changelog de Crashlytics, à savoir les variantes. Mais en fouinant un tout petit peu dans la FAQ, on comprend mieux ce qui se passe. Aujourd'hui, les crashs, ils sont regroupés par type de crash, qu'on appelle en fait les issues. Mais c'est un peu dommage car il y a d'autres critères qui pourraient être pris en compte comme la stack trace, le message et le code d'erreur, ou alors d'autres spécificités comme la plateforme ou le device. Et dans le jargon de Crashlytics, ils appellent ça des groupes d'événements. Et la nouveauté, c'est que dans les issues, vous allez avoir des variantes. C'est-à-dire qu'une erreur, elle peut être à l'origine de plusieurs actions différentes. Et en l'occurrence, les fameux groupes dont je vous parlais. Et l'idée de ce nouvel algo, selon Google, serait d'avoir moins d'issues en double, mais aussi de simplifier le debugging et aussi d'avoir une meilleure recherche. Alors si toutefois vous avez ça dans votre console et que vous l'avez déjà un tout petit peu expérimenté, surtout n'hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires. Rapidement avant les actus en bref, deux petites infos, l'une positive et l'autre un tout petit peu moins. Mais bon, on va commencer quand même avec le plus réjouissant d'abord, à savoir que Microsoft propose gratuitement des images de Windows 11 pour nous les développeurs, et tout ça gratuitement. L'inconvénient assez logiquement c'est que c'est limité dans le temps, mais bon, ça peu importe à la limite parce que ça a l'avantage quand même de vous donner une image qui est déjà toute configurée pour nous, à savoir qu'il y a par exemple le Visual Studio qui est déjà installé ou encore le Windows Subsystem for Linux 2 qui est aussi installé. Pour ça vous avez tout le contenu nécessaire pour Hyper-V, Parallels, VirtualBox et VMware et je vous ai mis le lien dans la description. Et la mauvaise nouvelle concerne le push non pas sur le mobile mais bien sur le web, car vous savez peut-être que désormais même les PWA sur iOS peuvent en envoyer. Et forcément nos amis les annonceurs voient ça d'un très bon œil car ça passe à côté des adblockers par exemple. Et dans cet article que j'ai trouvé un tout petit peu par hasard, la plateforme Adrenalide s'est spécialisée dans cette belle fonctionnalité en permettant de monétiser les utilisateurs qui ont accepté les notifications. A priori, les groupes Reworld Media, Planet et Marie-Claire ont accepté, et les revenus générés se feront en prenant une commission sur l'affichage des notifications. Autant vous dire qu'on n'a pas fini de se faire spammer avec cette merde, car la régie indique en moyenne de 5 à 10 notifications, c'est-à-dire de 5 à 10 pubs par jour.
Bon, l'article en question détaille ensuite l'implémentation, mais ce genre d'initiative, c'est vraiment malsain, et j'espère qu'une seule chose, c'est des 0 étoiles de partout, histoire de bien faire comprendre que non, tout n'est pas possible. Alors oui, c'est un peu mon coup de gueule du jour, bon, j'ai peut-être pas l'air super énervé comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est malsain. Allez bon, c'est sur cette info bien moisie qu'on va refermer cette première partie, et je pense qu'il est bien temps de prendre l'air avec les actus en bref. On commence par 2 actualités autour de Twitter, et la première concerne le cofondateur du réseau social, à savoir Jack Dorsey, qui indique qu'Elon Musk était, je cite, la seule alternative pour éviter de laisser tomber Twitter dans les mains des activistes de Wall Street. Mais il confie qu'Elon Musk ne s'est pas pour autant avéré être le meilleur dirigeant possible. Et la deuxième info sur Twitter concerne le chanteur Francis Lalanne qui a saisi les prud'hommes contre le réseau social pour travail dissimulé, car il explique, et je cite, que « quand on ouvre un compte, on travaille pour Twitter. Plus on publie de tweets, plus on génère de la publicité et donc du chiffre d'affaires. » Le 18 avril, une audience de conciliation n'a pas pu avoir lieu car les documents n'ont pas été traduits en anglais. Mais soyez rassurés, il y aura une suite à ce bel épisode. Pour donner suite à l'incendie de Global Switch en fin de semaine dernière, tout est désormais retourné à la normale, que ce soit pour les serveurs que Google y a placés dans sa région Europe West 9 ou encore les sites de la ville de Lille par exemple. Et on termine avec 2 infos autour de Microsoft. La première est que l'entreprise est loin d'être fine en mettant des pubs pour Bing Chat lorsqu'un internaute visite Bard depuis le navigateur Edge. Et la seconde est qu'il n'y aura désormais plus d'accessoires Microsoft comme les souris ou les claviers. À la place, ils seront commercialisés sous la marque Surface. Et pour la petite info, la première souris avait été vendue en 1983. On reprend avec les résultats financiers qui ont été publiés la semaine dernière et je vais grandement vous simplifier les chiffres. Alors si je m'arrête sur le global, tout le monde est en hausse, à savoir Amazon, Google, Meta et Microsoft. Mais ce serait faire de gros raccourcis car pour Amazon, AWS a des chiffres contrastés. Par exemple, AWS a vu ses ventes augmenter de 16% sur un an, mais le bénéfice opérationnel, il est en baisse. Pour ce qui est de Google, YouTube souffre du recul de la publicité en ligne, mais pour la première fois depuis 3 ans, la partie Google Cloud sort enfin du rouge avec un bénéfice de 191 millions de dollars. Et chez Microsoft, c'est aussi ambivalent avec LinkedIn, Office ou encore le Cloud d'Azure qui sont en hausse. En revanche, les ventes autour de Windows sont en baisse de 28% et les ventes de consoles Xbox sont en baisse de 30%, là où Sony a vu ses ventes fortement augmenter. Et enfin, pour Meta, ils font mieux que les attentes des analystes, mais la division autour du fameux métavers présente une perte d'1 milliard de dollars. Bref, d'une manière générale, les 4 sociétés ont très largement coupé dans les effectifs, mais bon, finalement, les chiffres montrent presque que c'était pas forcément utile, à voir tout de même la tendance qui va se dessiner dans les prochains trimestres. Ensuite, on poursuit avec le droit européen et malheureusement, ça ne concerne pas le Cyber Resilience Act. Vous savez, c'est le fameux projet de loi qui déplaît énormément au sein de la communauté open source. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse car la Suède a carrément proposé une réécriture totale du texte. Donc autant vous dire qu'on en a encore pour un très bon petit moment. Mais si je veux vous évoquer l'Union Européenne, c'est que le projet autour des IA se matérialise enfin avec le AI Act, et c'est un peu dur à dire, et ça avait commencé il y a 2 ans. Alors avant de vous expliquer son contenu, à l'heure actuelle le texte il était embrouillant et il passe désormais entre les mains des législateurs et des États membres pour peaufiner les derniers petits détails, avant ensuite de potentiels votes. L'idée est que chaque IA devrait être classée en fonction de son risque perçu, allant de l'impact quasi minimal jusqu'à l'inacceptable. Alors pour le dernier niveau, ce serait en cas de diffusion de fausses informations ou alors de l'utilisation d'un langage discriminatoire par exemple. Mais en tant que telle, elle ne serait pas forcément interdite, mais par contre, elle devrait en contrepartie faire preuve d'une extrême transparence sur les activités. Élément aussi intéressant ensuite et qui concerne par exemple les IA génératives comme Midjourney qui s'inspirent d'œuvres existantes, et bien dans ce cas-là, la loi forcerait à indiquer les droits d'auteur. Ensuite, je rentre pas énormément dans les détails, mais l'idée du projet c'est bien de faire preuve de transparence, chose qu'il faut quand même l'avouer aujourd'hui fait tout de même grandement défaut dans ce domaine. Et on va terminer ce Dev Café avec 2 sujets à nouveau autour de l'IA. La première info concerne l'Italie qui avait tout simplement banni l'utilisation de ChatGPT. Mais si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous avais indiqué qu'on pouvait clairement désactiver l'historique du chat pour que les données elles ne soient pas réutilisées pour l'entraînement. Et a priori, ça semble suffire à la CNIL italienne. Mais bon, le combat il ne s'arrête pas pour autant car c'est désormais le Conseil européen de la protection des données qui va s'en charger. Autant vous dire qu'OpenAI devra s'y conformer. Et l'autre info, c'est finalement qu'on parle beaucoup d'IA, mais ça nécessite encore d'écrire les prompts à la main. Or, depuis des années, on a quand même Siri, Alexa ou Google Assistant qui permettent justement de faire la jonction entre le texte et la voix. Et l'un des acteurs qu'on entend assez peu sur le domaine, parce que finalement, si on résume, c'est quand même une bataille entre Microsoft et Google. Et bien c'est Amazon qui, pendant la présentation des résultats financiers, a indiqué qu'ils étaient en train de construire un modèle de type LLM qui serait, je cite, plus généraliste et plus optimisé pour les faire tourner sur les enceintes connectées de type Alexa. Bon, il ne reste plus qu'à voir maintenant comment tout ça va se concrétiser, mais bon, comme on dit, c'est pas pour tout de suite.
Et voilà, c'était tout pour cet épisode qui n'a pas pris de repos en cette fête du travail. Alors s'il vous reste, allez, quelques petites secondes, n'hésitez pas à faire un petit like. Et vu qu'on se rapproche quand même petit à petit de l'épisode 200, eh bien j'aimerais bien vous laisser la parole lors de ce numéro. Alors par exemple pour que vous puissiez raconter quand et comment vous regardez ou même écoutez Dev Café. Alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que par exemple faire une petite vidéo de quelques petites secondes, est-ce que ça vous dirait? Alors, je vous laisse me le dire tout ça dans les commentaires. Allez, en attendant votre réponse, eh bien je vous souhaite à tous une belle journée, qu'elle soit reposante ou alors pleine de travail. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous demain comme d'habitude, même heure et même endroit.